Bonjour tout le monde et nous retrouvons aujourd'hui dans un nouvel épisode de Voices in Mosaic. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir une très bonne amie avec moi qui s'appelle Vi. Bonjour tout le monde. Présente-toi si tu veux, n'hésite pas à mettre en avant des éléments qui expliquent qui t'es et comment on se connaît également. Ah, ok. Moi, je m'appelle Evie, j'ai 25 ans. J'habite à Noisy-le-Grand. J'ai connu Lina en 2018 ou 2019, je crois. 2019, ouais. 2019, quand on faisait la queue à un concert de K-pop. Oui, c'est la K-pop qui nous a rapprochés, parce que la K-pop rapproche le monde. Exactement. Et ouais, on s'est connus dans la queue, on est devenus amis assez rapidement. On a un petit groupe et on a beaucoup de centres d'intérêt en commun et on a une mentalité assez similaire. Mm. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Vi pour parler du Vietnam, puisque Vi est franco-vietnamienne. Et pour moi, c'est un sujet qui est assez important, puisqu'encore une fois, le Vietnam est un pays qui est pas aussi bien connu que ça, en dehors du tourisme. La Les... nourriture. Exactement, la nourriture, et puis ensuite les questions d'appropriation culturelle. En dehors de ça, le Vietnam est très peu connu. Et je m'étais dit, pourquoi pas avoir une discussion d'amis à amis sur ton pays, le Vietnam. Trop bien, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Et du coup, ma première question, c'est plutôt, est-ce que tu peux me dire ce que représente ton identité franco-vietnamienne? Mmh. T'inquiète, prends ton temps. Je me suis juste trompée de page. Alors, j'ai souvent eu l'impression d'être métisse, effectivement, parce que je suis née et grandie en France. J'ai vécu en France toute ma vie. Mais je me suis toujours sentie vietnamienne en premier lieu, je pense. Je trouve que mes valeurs et mon comportement est un peu un mélange des deux cultures. Et j'ai l'impression que je suis un peu entre deux mondes, parfois. Je me sens un peu comme Anna Montana. Ah, pas mal la référence. Et je suis fière d'avoir grandi dans les deux cultures. Ouais. Et comment donc tes parents t'ont transmis ta culture vietnamienne? Tout d'abord par la langue, parce que la première langue que j'ai parlée, c'est le vietnamien. Effectivement, je me parlais vietnamien à l'école déjà. À 3 ans, je parlais que vietnamien. Du coup, j'ai appris le français à l'école, malgré le fait que je sois née en France. Et j'avais un accent jusqu'à, je crois, mes 6 ans, quelque chose comme ça. Mes amis pourront témoigner que j'avais un accent jusqu'à là. Et ensuite, je dirais par le bouddhisme aussi, donc ma religion, notre religion. Tout ce qui est aussi cérémonie annuelle pour les pour un peu honorer les morts qu'on a eu dans ma famille, le fait d'aller à la pagode tous les dimanches, de prier, et je dirais aussi par le divertissement. C'est vrai, tout ce qui est film, musique vietnamienne, j'en ai regardé beaucoup, des séries, écouté beaucoup de musique aussi de mes parents, et également par les valeurs. Donc tout ce qui est respect des aînés, le fait de quand on s'adresse à un oncle, faut toujours dire son prénom. Quand on lui dit bonjour, faut dire son prénom. Faut pas juste dire ah bonjour tout le monde. Enfin, quoi que tu pourrais, mais pour être poli quand t'arrives quelque part, quand tu vas chez quelqu'un, tu dis bonjour vraiment à chaque personne avec le prénom de l'oncle, de la tante. Voilà. Ok, et là, tu m'as parlé de langage. La langue, tu as appris donc le vietnamien dès toute petite, et Ouais. c'était même ta première langue. Est-ce que tu peux mettre en avant l'importance de garder aujourd'hui encore la langue vietnamienne dans ta transmission, dans ta vie de tous les jours? Déjà la langue, je pense, c'est ce qui me lie le plus à mes parents, je dirais, parce que je pense honnêtement que si je parlais seulement français, je serais tellement triste parce que eux, ils s'expriment pas aussi bien en français, forcément, et j'ai l'impression qu'on aurait du mal à communiquer, pardon. Moi, mon niveau en vietnamien, c'est pas le meilleur. Je trouve quand même que je parle bien, je manque quand même beaucoup de vocabulaire parce que je parle vietnamien qu'avec mes parents et mes oncles et mes tantes, mais je suis super fière en tout cas qui m'ait appris le vietnamien dès la naissance. Et même quand je voyage, que je dis aux gens que je parle vietnamien, ça se voit, les gens, ils trouvent quand même que c'est quelque chose d'admirable et ça me rappelle et me rattache à ma culture. Et surtout, quand je pars au Vietnam et que je parle vietnamien avec mes oncles et mes tantes de là-bas, ça me rend super fière parce que forcément, on pourrait peut-être parler un peu anglais, mais je vais pas parler anglais avec mes oncles et mes tantes. Mm. Et du coup, oui, ça me rapproche d'eux, ça me fait me sentir vietnamienne. Mais je trouve ça important puisque de mon côté, j'ai grandi avec 3 langues, donc le français, l'amazigh et l'arabe. Mm. Mais le problème, c'est que je parle très très mal les 3 langues. Mhm. Enfin,
C'est un peu complexe, mais le français est quand même est l'une des langues les plus parlées également en Algérie. Mmh. Ce qui fait que j'ai une très bonne compréhension de l'arabe et du kabyle. Mmh. Mais le parler, j'ai beaucoup plus de mal et donc par exemple, je vais rater quelques discussions avec, certains membres de ma famille parce que j'aurais du mal à m'exprimer dans leur langue, alors que j'aurais compris parfaitement la notion des choses et cetera et en fait, c'est juste que j'ai un blocage et donc le fait que tu mettes en avant l'importance de parler la langue, bah, c'est quelque chose qui résonne énormément puisque c'est pour ça que je réapprends mes langues à la maison avec mes parents et cetera, alors que mes parents me parlent tous les jours, que ce soit en arabe ou en kabyle. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose qui permet également de s'affirmer, de se sentir fier de ses origines, de ses cultures et j'en suis très, très contente que, dans mon entourage, comme toi, tu puisses, parler ta langue avec ta famille et cetera. C'est quelque chose qui me manque et je me bats tous les jours pour réapprendre mes 2 langues maternelles. Trop mignonne, c'est gentil, mais après ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je pense qu'en tant que racisé, si on parle pas notre langue d'origine, que ce soit parce que nos parents ils l'ont pas appris. Je sais aussi que beaucoup de parents qui ont immigré en France, ils n'ont pas appris la langue à leurs enfants parce que justement eux ils voulaient s'améliorer en français et j'ai l'impression que malheureusement c'est une perte de culture et je sais que leurs enfants quand ils grandissent, ils disent que c'est dommage de pas parler la langue parce que Mmh. quand ils retournent au pays, ils se sentent un peu distants, un peu il y a une distance entre les deux malheureusement. Après je dirais aussi qu'en général la langue ça peut créer une barrière mais en soi si on est la même famille, si on s'aime, on peut trouver d'autres moyens de communiquer, Mmh. c'est pas non plus un problème et comme tu as dit, il est jamais trop tard d'apprendre, une langue. On est grand maintenant, si on veut apprendre une langue, on l'apprend plus correctement. Mais en tout cas, voilà, Mmh. tu devrais pas avoir honte ou quoi, si tu veux apprendre, C'est apprends. noté. Et une autre question, est-ce que tu as c'est un point qui, je pense, uniquement les racisés pourraient comprendre. Mmh. As-tu ressenti une certaine pression particulière au sein de ta famille, concernant tes études, mais aussi ta réussite professionnelle? Pourquoi je pose cette question? C'est parce que moi, de mon côté, la pression était constante. Toujours être la meilleure de la classe, toujours avoir de très bonnes notes. Si j'avais genre moins de 15, c'était l'apocalypse. Et puis ensuite, les réussites professionnelles, il y a tous les jours des exigences à répondre. J'essaye tant bien que mal de trouver à améliorer, et cetera. Mais c'est vrai que, dans l'idéal, de mes parents, bah, Lina devrait, faire ci et ça et donc il y a une certaine pression qui est quand même assez constante, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre et ils comprennent qu'il y a une certaine appréciation de ce que je fais et donc du coup, ils commencent à un peu plus se détacher. Mmh. En plus, tu la première de la famille. Exactement, donc j'avais encore plus de pression sur les épaules. Ouais, j'imagine. Pour ma part, oui, pour les études énormément quand j'étais petite, comme ils ont émigré, en France et que eux ils ont fait juste des études au Vietnam, c'est à dire qu'en France ils sont arrivés avec aucune étude, aucun diplôme, donc ils ont fait des travaux, c'était juste pour gagner le SMIC quoi. Et ils ont jamais voulu que je finisse comme eux. D'ailleurs, je reviendrai peut-être plus tard sur cette phrase de finir comme eux que j'aime Mmh. pas trop. Et du coup, c'était toujours important pour eux que je réussisse à l'école et pour mon grand frère, donc c'était même pas une option d'échouer en fait pour nous. C'était tu réussis, t'es bon à l'école ou rien du tout en fait parce qu'après il faut trouver un travail, faut gagner de l'argent, faut avoir une bonne vie. Donc ça c'était voilà. Et j'avais beaucoup la pression quand j'étais peut-être de l'école primaire jusqu'au lycée. Après de moi-même j'ai toujours été une bonne élève parce que j'aimais bien l'école vraiment. Je sais que je m'en souviens quand j'étais, je sais pas, j'avais 6 ans, 7 ans. Quand tu commences à avoir des devoirs, je rentrais chez moi, je les faisais directement. C'était Ouais. mon kiff. C'est choquant d'ailleurs. Non, non, mais je comprends, C'était mon j'étais kiff. pareil que toi. Ah, Je bah, notre prenais un petit énorme kiff. plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui les livres me Oui. suivent. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc c'était un petit kiff. Après, je sais qu'il me comparait beaucoup à mon cousin. Est-ce qu'on peut dire les prénoms? Oui, vas-y. Je suppose À que mon cousin Jimmy, super intelligent, ingénieur, voilà. Et on est toujours un peu en compétition, mais on était pas loin en termes de notes. Tu été meilleur que moi, mais on était vraiment pas loin et j'avais de très bonnes notes quand même et une chose qui m'a fait de la peine, c'est lorsque j'ai obtenu mon bac, sans mention, un bac S sans mention et qui était super, en fait, je suis ren de base, moi-même, j'étais déçue de moi-même de pas avoir de mention mmh, déjà. Parce que je voulais meilleur pour moi-même et sauf que mes amis, elles étaient super contentes pour moi, tout le monde était content, on était dans une euphorie en 2018 et cetera
et on a célébré avec la famille d'une de mes copines. Donc finalement, je me sentais super bien toute la journée, fière de moi, etc. Et mes parents, ils me disent vite, t'es où, rentre tout de suite, etc. Parce que du coup, je leur avais dit que oui, j'avais pas de mention et tout. Je rentre chez moi, mes parents ils me crient dessus. Ouais. Certains, t'es là, tu te dis, waouh, enfin, t'as fini le lycée, t'as eu ton bac S, etc. Tu rentres, tes parents, ils te crient dessus. Mm. J'ai chialé, waouh, j'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Et je me disais, mais en fait, déjà que moi, je me sens quand même frustrée et déçue de moi-même, Bien sûr. que mes parents en plus soient déçus, j'étais vraiment, franchement, j'ai soufflé. Dans ma tête, j'ai soufflé. Et je sais que, bon, après, on s'est crié dessus, etc. On s'est embrouillé. Je sais que plus tard, j'en ai reparlé à ma mère. Et je crois que sur le moment, elle a pas dit grand-chose, mais quelques temps après, on en a reparlé, elle s'est grave excusée. À ce moment-là, j'étais déjà en études sup, etc., en 2019, je crois. Et elle m'a dit que franchement, voilà, elle est fière de moi malgré tout. C'est juste que elle m'a toujours vue comme une très bonne élève depuis que je suis petite. Donc, elle était juste déçue. Elle voulait le meilleur pour moi, quoi, parce que je pense en tant que parents, ils veulent tous le meilleur pour leurs enfants. Voilà, mais elle voulait pas que je me sente triste ou frustrée, qu'elle était tout de même très fière de moi de l'avoir eu. Et elle a bien vu que mention par mention, je m'en suis bien sortie dans la vie, donc voilà. Non, mais je comprends et parce que comme tu as dit, ils veulent le meilleur pour leurs enfants et que leurs enfants ne soient pas comme eux et c'est Ouais, quelque mais chose, pas moi, comme qui eux. me frustre énormément parce qu'ils ne se rendent pas compte du sacrifice monstre qu'ils ont pu mettre en avant pour quitter leur propre pays et Mm, venir dans un pays qu'ils ne connaissent pas mm, ou alors qu'ils connaissent mais dont ils ont eu du mal à s'intégrer et à accepter certaines choses. Et le fait qu'ils ne remarquent pas que c'est un énorme travail et que, nous, en tant qu'enfants, on est quand même très fiers et à notre jeune âge, on se dit: «Mais à cet âge-là, mes parents ont quitté l'Algérie pour venir en France», chose que moi, je suis pas encore capable de faire, quitter mon foyer, mon cocon familial pour aller ailleurs, même mm, si c'est mon souhait et je pense que c'est très bien que mon souhait a toujours été de mm, quitter le mm, pays. mm. Mais je trouve qu'ils devraient, Elle est plus fière d'eux. c'est ça, parce que moi, je suis fière de mes parents et Voilà, toi aussi, tu es fière de voilà, tes parents et donc ils exactement. devraient s'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vu la trend sur TikTok, justement avec la phrase ne finis pas comme tes parents qui sont immigrés, qui Oui, te disent ne finis pas comme moi, et après la personne elle dit comme toi quoi, un père aimant qui s'est c'est sacrifié, ça. etc. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est que déjà, moi je pense honnêtement que peu importe ce qu'on a accompli dans la vie, on va jamais euh, être à la hauteur de ce qu'ils ont, des sacrifices Mmh, qu'ils ont fait pour nous. Parce qu'en fait, eux, j'ai l'impression, ils ont débuté la vie en juste ayant grandi dans des pays plus pauvres que la France, mmh, à moins 5, moins 10, moins 100. mmh. Et nous, moi, je pense quand même qu'on est super privilégiés par rapport à eux. Déjà, Complètement. on commence la vie avec un départ beaucoup plus avancé Oui. qu'eux. Donc, même si à la fin, on accomplit de grandes choses, déjà de un, c'est grâce à eux. Mmh. Et surtout, c'est grâce à tous leurs sacrifices. Et je pense que on aura, ce sera difficile d'être même le quart de ce Mmh. qu'ils sont. Et, et de faire tous en fait, on n'a même pas à faire les sacrifices qu'ils ont fait pour nos C'est futurs ça, enfants à nous, tu vois. c'est ça. Mais en fait, c'est exactement ça. Genre, encore aujourd'hui, quand je pense à mes parents, comme tu as dit, le diplôme de mes parents n'est pas reconnu en Ouais. France. Donc, c'est ça, enfin, l'un des Mm. bémols de la France, c'est de ne pas reconnaître les diplômes de chacun venant de pays différents. Et c'est n'importe quoi. Ah oui, complètement. On en reviendra un peu plus tard, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Mm. Et, et savoir que ils ont dû recommencer de zéro avec des Mm. enfants en bas âge dans un pays qu'ils connaissent pas. Le SMIC, le Exactement, racisme. c'est ça. Et donc aujourd'hui, me dire que j'en suis arrivée à là, c'est grâce à eux. Et du Mm. coup, je prendrai le temps pour dire merci, papa et maman. Ouais, infiniment J'espère que vous vous reconnaissant. rendez compte de ça. Donc, arrête de Hein. pleurer, on va Non, passer à autre arrête. chose. On est très reconnaissant et très redevant envers nos parents. C'est Donc, ça, ouais, c'est que ça. tout le monde le soit. Dites-leur. Exactement, oui. Et donc, comment toi, tu as vécu ce tiraillement entre les attentes de tes parents et tes propres envies également? Quand je parle de ça, tiraillement, c'est plutôt tes envies professionnelles, mais aussi personnelles. Peut-être que tu avais envie, je sais pas, à un moment donné, de prendre tes ailes, de pouvoir également dire à papa et maman, non, c'est pas ce que je veux faire autre chose. Surtout que dans ton parcours, tu as quand même eu ton moment de séparation avec ta famille, parce que tu as été en Erasmus. Ah Et oui. donc, comment ça s'est passé, ce tiraillement-là, entre tes envies et ceux de tes parents? Pour revenir à aussi la pression professionnelle, parce que j'ai pas répondu à la question tout à l'heure. Mm. Pour la pression professionnelle, j'en ai jamais vraiment eu parce que ils ont commencé à me faire confiance plus à partir de mes 18 ans. Ils ont vu que j'avais quand même des bonnes notes dans ce que j'ai choisi de faire. Donc,
le commerce. Bon, j'avoue, c'est un peu les études que tout le monde fait quand on sait pas quoi faire, hein, honnêtement. Mais ils se disaient ils me faisaient confiance. Je pense qu'ils savent que je suis une fille qui prend le temps de réfléchir et de prendre des bonnes décisions et débrouillarde. Et en termes de tiraillement, bon, tu connais les clichés, les les âgés qui veulent tous qu'on soit avocat, ingénieur ou médecin. T'inquiète, c'est la même Je chose. sais, je sais, c'est pareil chez tout le monde. Et il me semble que à mon avis, mon frère a plus ressenti cette pression-là parce que mon frère, c'est mon grand frère, c'est le premier de la famille, de notre famille et également de notre grande famille. Donc par rapport à mes cousins, c'est le plus grand. Donc lui, je sais que pour faire plaisir à ma grand-mère, il a fait des études de médecine qu'il a détesté. Il a fait ça 1 an, la PACES. Voilà, c'était compliqué. Je pense qu'il n'a pas du tout aimé. Moi, personnellement, j'ai vu mon frère faire prépa, par exemple. Et j'avais mis comme choix aussi des prépas, mais je sais pas. J'ai toujours voulu enjoy la vie quand même un petit peu. Et ça avait l'air beaucoup de pression, quand même, la prépa pour quelqu'un qui a 18 ans et qui sort de lycée. Donc, j'ai choisi de faire un DUT technique de commercialisation. Après, j'ai fait 1 an à l'étranger, du coup, en Erasmus. Mes parents, à ce moment-là, mon frère, il travaille déjà au Canada. Donc, m'ont pas forcément dit de pas partir, mais je sais qu'ils avaient des réticences par rapport au fait que ce soit la Suisse parce qu'ils savaient que ça allait être super cher et qu'ils pouvaient pas se le permettre, par exemple. Et ça, par exemple, c'est un problème qu'on rencontre souvent en tant que racisé ou racisé qui n'a pas trop d'argent, voilà. Oui, oui. Voilà, ou bon, pas que des racisés en soi, mais juste quand tes parents ont un peu pas trop d'argent et qui savent qu'ils peuvent pas trop se permettre de t'offrir ce que tu Mm. veux. Mais moi, je savais que j'allais juste travailler, en fait, pour financer mes études en Suisse. Du coup, j'ai travaillé pendant une année de césure pendant 7 mois. Du coup, j'ai économisé beaucoup d'argent parce que j'habitais chez eux. Et aussi, j'ai pu avoir des bourses de la région, des bourses de la ville, une bourse de mon école en Suisse. Donc ça, c'était incroyable. Donc à la fin, j'avais beaucoup d'argent. J'avais beaucoup d'argent et l'argent n'était pas un problème. Mais c'est pour aussi mettre en avant le fait que parfois, par des soucis d'argent, on peut parfois se limiter. Et c'était vraiment la meilleure année de ma vie, honnêtement, en Suisse. Donc je suis contente de pas m'être limitée juste pour une question d'argent. Mm. Et du coup, voilà, sinon, professionnellement parlant, ils mettent pas trop la pression. Franchement, ils sont plutôt cool sur ça. Parce qu'ils savent, je pense que je trouverai toujours une solution. Et aussi, ils sont contents quand même que je reste à la maison. Et comme mon frère, il est parti, bah, ils me disent tout le temps que je devrais pas partir à l'étranger. Mais moi, j'aimerais bien partir à l'étranger. Voilà. Ah mais je te comprends, mais pas ça, mais reste encore un peu avec nous. Ouais, c'est ça. Non, papa et maman, j'ai vraiment envie de Faut qu'on partir, prenne le désolée. travail. Parlons d'un sujet un peu plus féministe. Ah, on y rentre. Yes. Yes. Donc, tu as quand même une culture qui reste très traditionnelle. Mm. Et est-ce que tu as eu des attentes traditionnelles en tant que femme vietnamienne? C'est-à-dire, adopter un certain comportement, essayer de respecter certaines normes, éviter de trop s'occidentaliser, et cetera. Quelles ont été pour toi, en fait, ces attentes si traditionnelles? La femme vietnamienne, elle doit être douce déjà, obéissante envers son père et tous les hommes de sa famille, finalement. Et moi, j'ai toujours été une enfant qui a envie de dire ce qu'elle pense, en fait, et de dire ce qu'elle ressent et d'exprimer ce qu'elle ressent. Et j'ai beaucoup pris le caractère de ma mère. Donc, je pense aussi en la voyant être comme ça face à mon père, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire, je vais dire ce que je vais dire. Je vais le dire, pardon. Donc, on a eu beaucoup de conflits avec mon père quand même par rapport à ça. Et on doit toujours être, la femme vietnamienne doit toujours être douce. Et en fait, du coup, ça revient à juste faire ce que ton père te dit sans jamais remettre en question ce qu'il te demande de faire. Et je trouvais ça un peu fou comme concept, même quand j'étais petite. Et, et aussi, surtout, le fait de pas pouvoir exprimer ses émotions. Et je suis d'accord que tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Tu dois respecter tes parents, ça Mmh. c'est normal. Tu vas pas les insulter ou quoi, pardon. Mais quand même, je trouvais qu'en tant qu'enfant, surtout, ne pas exprimer sa frustration, ce que tu ressens, au moins juste par la parole, tu vois, juste expliquer, etc.
c'est quand même déshumanisant. Mmh, En fait, je comprends. tu me demandes d'être un robot, je peux pas être un robot. Je suis humaine, en plus je suis une enfant, donc je sais pas encore trop comment bien gérer mes émotions et je sais que enfin non, en fait, j'ai pas trop envie de parler de ça. Allez, ne rentrons pas trop deep. Mais Non, du coup, voilà et tu me disais par rapport à, les attentes de la femme occidentale? c'est ça. Du coup, mon père m'a souvent dit aussi: «Ah, tu vietnamienne quand même, tu vis sous mon toit, crois pas que t'es comme les Françaises à pouvoir dire ce que tu veux». OK, les papas sont comme ça, c'est vrai. Ils sont tous pareils, ils sont tous pareils et moi, c'était même pas par rapport au fait d'être française, du Mmh. coup, parce que moi, j'avais 7 ans, j'abordais pas ces sujets avec mes amis quand même, ça n'avait rien à voir. C'était juste par rapport au fait que j'ai envie d'exprimer ce que j'ai envie Mmh. d'exprimer et peut-être aussi l'exemple d'avoir vu ma mère s'exprimer d'une certaine manière, quoi. Et hem et par rapport à ça, allons, encore un peu plus loin. Ces derniers temps, il y a une certaine trend de fétichisation à l'égard Mmh. des femmes, Mmh. asiatiques. Est-ce que toi, tu as été déjà victime de cela? Et aussi, quelle est ton opinion et ton point de vue face à ces personnes qui, habituellement des hommes, Mmh. d'une certaine catégorie sociale, et de certaines, classes plutôt hommes occidentales blancs et cetera, qui ont tendance à mettre ça Mmh. en avant. Comment toi, tu réagis face à ce phénomène-ci qui, prend de plus en plus d'ampleur? Et par exemple, question c'est vraiment très bête, mais quand ils vont au Vietnam ou au Cambodge ou au Laos, on sait très bien ou en Thaïlande, ils vont pas du tout là-bas pour, juste visiter le pays. On sait Tourisme très bien sexuel. exactement. Donc comment toi, tu réagis face à ça? Et si tu as déjà été victime de ça, comment tu as pu aussi, dénoncer cela et te protéger en tant que femme, vietnamienne? Alors oui, j'ai déjà été victime de fétichisation, en tant que vietnamienne, en tant qu'asiatique, en général et je pense que toutes, mes copines asiatiques et toutes les femmes asiatiques pourront en témoigner. Hem, je sais qu'une fois j'ai parlé, à un mec sur les réseaux et il m'avait dit: «Ah, j'ai jamais» c'est fou, hein, écoutez bien. «J'ai jamais essayé une asiatique» ou je sais pas s'il a dit vietnamienne, je sais plus. Il a dit entre parenthèses fréquenter ou baiser. C'est un peu crazy quand même. On est peut-être au bout du 4e jour de conversation, je sais Ouais. pas. D'ailleurs, école de commerce, Kedge, voilà, je Tu vois? dénonce tout, je dénonce tout. Donc j'étais abasourdie et je lui ai dit: «Mais en fait, moi, tu prends pourquoi? Et moi, je suis pas une case à remplir, en fait». Mmh. C'est très bizarre de dire ça quand même. Tu peux juste dire: «Tu jamais parlé à un asiatique», fin de l'histoire. Mmh. Après sinon, on m'a déjà dit aussi, bah oui, le fameux «tu belle pour une asiatique», enfin, du coup, ça veut dire quoi? Les asiatiques, ils sont moches, voilà. Ouais. C'est ce que ça veut dire et du coup, moi, comment je réagis face à cela? Bah, généralement, je le dis, que ça me plaît pas et je pense que c'est important de le dire. Après, je peux comprendre aussi qu'on n'a pas tous les mêmes personnalités, qu'il y a des gens qui sont moins dans la confrontation que d'autres, plus timides, plus réservés et cetera. Mais je pense que c'est si vraiment, à chaque fois que quelqu'un nous montre qu'il nous Mmh. fétichise et qu'on dit non, c'est comme ça que ça peut peut-être se stopper ou s'atténuer. Après, si vous aimez bien être fétichisé, pourquoi pas? Ou si c'est peut-être je pense qu'il y en a, elles se rendent pas trop compte non plus, Mmh. tu vois? Hem, donc ça, c'est pour mon expérience personnelle. Après, sur les réseaux, waouh, ouh, la trend des ABG, enfin, faut stopper ça, les gars. Faut stopper ça et je Ouais. sais aussi que malheureusement, il y a beaucoup de femmes asiatiques qui perpétuent Oui, cette trend, et qui est un peu après c'est en fait, au début, c'est un peu léger. Tu vois, c'est toujours un peu léger au bien début. sûr. C'est toujours un peu léger. Ah, juste, c'est une petite fille, qui aime boire, du bubble tea un peu, cheveux foncés, qui va dans des raves et qui s'habille d'une Bien certaine sûr. manière. Mmh. C'est toujours comme ça, mais sauf qu'après, bah, il y a beaucoup de d'hommes qui, du coup, cherchent leur ABD ou cherchent, leur petite asiatique, et surtout récemment, parce que récemment, on est devenu à la côte un peu quand même, alors Mmh. qu'avant, ça nous traitait de, meufs plates, parce que oui, voilà, meufs Ouais. plates. Plus meufs plates, ça nous aimait pas trop, après, je sais pas, ils ont vu la lumière. Visiblement, ils ont été éclairés un jour, mais c'est n'importe quoi et Ouais. généralement, tu le sens vite quand même. Mmh. Quand un mec te fétichise. Ah et aussi une petite anecdote très drôle, Vas-y. heu, quand j'étais quand j'ai fait un stage à Armani en tant que ah ouh, ça commence à être précis là. Non, c'est pas grave, je m'en fiche. À Armani en tant que vendeuse en 2019 à la Vallée-Village. On lance tous les détails, allons-y. Je pars au travail là-bas, donc bon, c'est pas un souci. Non, il y avait un mec, un collègue, à cette époque-là, j'avais 19 ans, lui, il avait au moins, heu,
je sais plus, beaucoup plus, au moins 23, 24 Mmh. par là, donc beaucoup plus quand même. Et déjà, il était un peu bizarre. Déjà, comment il parlait, il aimait bien dire que ah bah moi je traîne beaucoup avec des asiatiques et tout. Bon, c'est ok dans la mesure où il habite vers Bussy, etc. Donc on sait il y a Ouais. beaucoup d'asiatiques. Mais je sais pas, il aimait bien parler de ça. Et un jour, moi j'ai un sandwich face à face. Moi j'ai un sandwich comme ça. Moi j'étais là. Il me dit ah t'as des belles mains. Je dis ok merci. Après il me dit franchement je sais que les Vietnamiens vous avez les plus belles mains. Pardon. J'ai dit pardon. J'ai dit mais comment tu sais? Bah j'ai beaucoup d'amis vietnamiennes et j'ai l'impression que vous avez de très belles mains, etc. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que Ouais. t'as observé les mains de tous les Vietnamiens? Est-ce que t'es l'INSEE? Peut-être t'es l'INSEE, on sait pas. On sait pas. Mais j'étais tellement abasourdie à ce moment et je lui dis mais ben ok mais c'est bizarre genre, comment tu peux savoir Mmh. c'est trop en fait il aurait pu s'arrêter à t'as des belles mains Point, et oui. c'est ça le truc toujours me renvoyer à ma personne ma couleur de peau mes origines etc. Mmh. Pourquoi en fait pourquoi et aussi on peut parler aussi de tout ce qui est Oxford Study. Je Ah sais pas oui, si oui. tu Oui, vois oui, je vois. ce que c'est. Mmh. C'est une étude apparemment bah, d'Oxford. Oui. Bon, je me suis pas trop penchée sur l'étude, mais qui dirait que en tout cas, bah, il y a beaucoup de beaucoup d'Asiates qui aiment bien l'homme blanc. Ouais, Je me suis pas trop penchée, donc je vais pas ouais. trop parler de ça. Mais aussi, c'est vrai que dans la rue, on voit beaucoup d'hommes blancs et de femmes asiatiques. Et moi, je suis d'avis que tout le monde devrait sortir avec qui il veut. C'est juste que j'espère bien que ces femmes asiatiques, quand elles discutent avec leurs hommes blancs, ils soient quand même ouverts d'esprit, qu'ils Mmh. comprennent quand même le racisme qu'elle a subi, tous les enjeux qu'il y a à avoir quand tu sors avec une femme asiatique, l'épauler si besoin, ou même quand il n'est pas avec elle, s'il entend des trucs un peu sur les asiatiques, j'espère bien qu'il la défend, parce que sinon, pour moi, bah tu me kiffes parce que je suis asiatique, mais en Mmh. vrai, parce que juste j'ai un certain look, tu vois, mais pas vraiment pour la personne que je suis, parce qu'au-delà d'être asiatique, on est tous différents. Ouais, ouais, On est tous complètement. asiatiques peut-être, mais tous différents, on a des personnalités différentes, quoi. Mais moi, je comprends puisque ce phénomène-là de fétichisation touche la communauté asiatique, mais touche aussi Mmh. d'autres femmes latinas, touche aussi les femmes africaines, Mmh. et touche les femmes arabes. Mmh. Et c'est quelque chose, donc quand on en parle, c'est: «Oh waouh, bah, tu ressens pas du tout aux cases, d'une femme, complètement Ouais, ouais, arabe» ou, «Oh mais tu as le corps magnifique d'une femme africaine ou d'une femme latina» et le souci, c'est que l'homme ne comprend pas que une femme déjà doit se battre en tant que femme, mmh. mais en plus de ça, ayant une autre origine, elle doit se battre pour affirmer que son origine n'est pas uniquement liée à son physique, mais aussi que c'est une femme qui est riche, plein de culture, etc. Bah oui. Et, et je trouve ça très dommage de devoir ensuite à chaque fois réduire la femme à une certaine case. À une Mmh. case, bah tu me plais, et vu que j'ai jamais testé une asiatique, bah let's go tester une asiatique, quoi. Et je trouve ça quand même bien dommage parce que au final, on voit pas de femmes, faire ça, à l'égard de l'homme, quoi. Enfin, Mmh. Enfin, il y en a, peut-être il y en a, mais pas moins, je pense. aussi vocale ou Ouais, ouais. aussi, prenante que l'homme actuel, et je En trouve tout cas, ça je pense bien qu'il le dommage. dirait, non, je pense en vrai, non, je pense avoir déjà vu ça sur Je les Il y réseaux en quand a même, mais forcément, moins. oui. Mais moins et Mmh. Je trouve je ça sais dom pas, les fétichistes ayent honte. Non. C'est ça. Faut pas réduire une femme, racisée à une certaine catégorie, Oui, quoi. parce qu'on est toutes individuellement, différentes, en fait. Même si on est de la Exactement. même origine, Ah ouais, non, mais moi, importe. c'était toujours, «Ah mais tu viens d'où? Tu es super bien intégrée à la République, mais qui es-tu?» Et On est puis juste nés en France, les gars! je fais: «Bah, j'ai grandi en France, hein. Peut-être Oh que là là. sur mes passeports et mes papiers, c'est né ailleurs, mais j'ai vécu ici. Oui, mais tu Oui, bah, oui, on ressembles a pas grandi aux ici. critères, de standard». Je fais: «Ah, Oui, oui. OK. Bon, bah, à bientôt». Mmh. Enfin bref, et un autre point, c'est, est-ce que, tu as eu un sentiment de te sentir étrangère, au Vietnam? Si oui, quelles ont été les raisons pour lesquelles tu t'es sentie étrangère? Et en France, comment tu vis ton identité vietnamienne? Parce que plusieurs fois, tu remets en avant le fait que, même si tu es née en France et que tu as grandi en France, on te voit toi plutôt comme une femme asiatique et non française. Oui, je me sens quand même un peu étrangère, quand je vais au Vietnam et parce qu'il y a un terme en vietnamien, pour, parler des Vietnamiens qui ont grandi, ailleurs à l'étranger, c'est "Ye Keu" et du coup, bah, souvent ça se voit que tu es une Ye Keu, du coup, quand tu vas au Vietnam et même si tu ouvres pas la bouche, ça se voit.
déjà, mes cousins de là-bas, ils m'ont dit parce que j'étais assez mate, parce que là-bas, les femmes vietnamiennes, elles n'ont pas envie de Mmh. bronzer. Donc voilà, j'étais un peu plus mate qu'eux et je pense dans ma manière de m'habiller ou peut-être de marcher. J'en sais rien. Après, franchement, les Vietnamiens, je trouve quand même qu'ils sont super gentils. Bon, je reste vietnamienne, quoi, je parle vietnamien, mais il entend dans mon accent que je suis française, donc il me demande souvent, bah, je viens d'où, etc. Et ouais, mais après, sinon, moi, je me sens super bien au Vietnam. Je me sens comme à la maison quand même, disons. Et je me sens très en paix là-bas. Et l'autre question, c'était quoi, pardon? Et aussi, comment tu vis ton identité Ah, vietnamienne en France, sachant qu'on ne te considère pas tout de suite comme française, mais plutôt comme vietnamienne? mmh, bah, je la vis bien, hein. Enfin, personnellement, je suis bien des vietnamienne et et je pense qu'on devrait tous être fiers de nos origines parce que dans tous les cas, on nous renvoie sans cesse à nos origines, en fait. On va jamais nous voir comme, français. On va toujours nous voir comme: «Ah, t'es né en France, mais» tu vois? Mmh, mmh mh. Donc autant être fier de ses origines et comment tu veux dire quoi par, comment est-ce que je le vis? Bah, c'est plutôt dans le sens où, par exemple, moi, plus jeune, c'était un point, mais c'était pas que pour moi, mais c'est avec d'autres personnes que j'ai pu interroger ou discuter. On a toujours eu un moment dans notre vie, on a eu un peu honte de qui on Ah! était et de nos origines, Mmh parce mh. qu'il fallait remplir un certain cadre et rentrer dans un moule particulier. Par exemple, on avait honte de ramener nos plats à l'école, on avait honte de dire qu'on venait de ce pays-ci, parce que déjà, même à l'école, les manuels scolaires sont quand même très dégradants où, on va résumer l'histoire d'un pays à une seule ligne ou alors résumer l'histoire du pays à la vision coloniale, du pays Mmh. et donc à chaque fois on devait enfin, digérer la chose, dire que, bah, non, on est français. Au final, on avait plus envie de dire qu'on était français qu'autre chose et Mmh. c'est vrai que ça a été un long combat pour pas mal de personnes et moi la première également. Mais petit à petit, avec le point positif des réseaux sociaux, même si on critique beaucoup les réseaux Mmh. sociaux, ça a été aussi de mettre en avant notre culture et on voyait pas mal de personnes être fières de sa culture. Et donc, c'est de là où on a commencé à réétudier notre culture, à être fiers de qui on est, etc. Et donc, c'est plutôt cette question-là est plutôt tournée dans le sens où comment toi, maintenant, tu vis ton identité? Est-ce que tu as déjà eu un moment où tu as été honteuse d'être vietnamienne? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, ce côté honteux a été complètement mis de côté? Et quand tu y repenses, tu rigoles plus qu'autre chose de ce passage-là de ta vie? Oui, effectivement. Quand j'étais petite, en fait, j'ai grandi dans une cité, donc j'ai grandi, parmi plein d'origines et je sais aussi qu'au collège, par exemple, une fois, j'avais entendu, on m'avait dit: «Oui, toi, tu une asiatique, tu asiatique, mais tu pas comme les autres parce que tu pas de la K-pop». À l'époque, oui, c'était la honte d'écouter la K-pop. Maintenant, c'est plus la honte, on peut le Ouais. dire, les gars. À cette époque-là, en plus, à cette époque-là, j'écoutais peut-être vite fait, je pense que je connaissais Big Bang et 21 et tout et c'est vrai que Mmh. j'écoutais pas trop, mais du coup, je sais que quand j'étais petite au collège, quand on me disait ça, j'étais en mode: «Ah ouais, trop bien, je suis une asiatique pas comme les autres». Alors que, enfin, n'importe quoi, déjà vive l'Asie pour commencer et vive les asiatiques. Mais ouais, quand t'es petit, après, souvent, tu as un peu honte pour tout et pour rien. Mmh. En termes de nourriture, je sais qu'on m'avait demandé quand j'étais, en primaire, si je mangeais du chien et fun fact, très fun fact, en vietnamien, il y a un plat où qui s'appelle littéralement, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Thuot Chor et en gros, ça se, traduit par, littéralement, viande de chien, mais ce n'est pas de la viande de chien, les gars, parce qu'en fait, c'est impossible de se procurer de la viande de chien en France déjà, commençons à dire ça et on n'importerait pas de la viande de chien du Vietnam, je pense que personne ne fait ça. Hem Et du coup, on m'avait demandé ça et donc moi, comme une petite idiote à l'époque, où j'avais quel âge? J'avais 5 ans, 4 ans, je sais pas. J'ai dit: «Oui» et j'avais pas honte en plus, j'avais pas honte parce que je comprenais pas tout le sens derrière, que du coup, c'était la honte de manger du chien parce que c'est un animal de compagnie en France, Mmh, qu'il mmh mh. c'est le meilleur ami de l'homme et cetera et après, j'ai raconté à mes parents quand je suis rentrée chez moi et ils m'ont dit: «Mais non, fille, c'est pas du chien, c'est du porc» et c'est vraiment du porc, hein. Juste, je crois, ils ont appelé ça comme ça parce qu'apparemment, c'est similaire à la viande de chien. OK. Mais de ce que j'ai entendu oui, des Vietnamiens que je connais qui ont déjà mangé du chien au Vietnam, c'est un goût assez particulier et oui, on peut manger du chien au Vietnam. Pour tous ceux qui se demandent, voilà. Mais On c'est ça. peut manger du chien au tu voulais dire quoi? Non, mais c'est ça, c'est juste que je trouvais ça dommage. Enfin, que
parler de viande de chien, il faut aussi savoir que dans chaque pays, il y a une culture et la nourriture spécifique. Donc, il faut pas toujours dire ah parce qu'ici on mange pas une viande de chat, du coup de chien ou de chat, peu importe que Ouais. ailleurs ils le mangent pas. Mm. C'est traditionnel, c'est culturel. Il faut arrêter en fait de mettre cette vision occidentale sur les autres pays et dire que ces autres pays-ci sont plutôt arriérés et donc plutôt historiques, alors qu'au final on s'inspire beaucoup plus de ces cultures dites orientales que occidentales, quoi. Ouais, et du coup, j'aimerais, du coup, je peux éclaircir quelque chose ou pas? Vas-y. Voilà. Et du coup, par rapport à la viande de chien au Vietnam, si vous êtes curieux, oui, on peut s'en procurer. C'est surtout au nord, mais c'est pas une viande qu'on mange comme du poulet, du porc. On mange beaucoup de porc, nous, souvent, comme du poulet, du porc ou du bœuf. C'est une viande assez spéciale. On n'en mange pas beaucoup. Et je dirais que c'est comme en France, parce qu'on aime bien juger les autres pays, mais on juge jamais ce que les Français mangent. On mange des escargots, les gars. Des escargots, des cuisses de grenouille, du lapin. Enfin, à un moment donné, le lapin, c'est mignon aussi, tout comme un chien. Donc voilà, chacun mange ce qu'il veut. Moi, je m'en fiche. Mangez ce que vous voulez. Et puis voilà, chacun fait sa vie. Merci. Je sais pas si je me suis perdue sur Non, pas du tout. un peu ce que je racontais. Non, pas du tout, c'est top. Ok. Et donc, revenons à un autre point qu'on avait évoqué ensemble, c'est plutôt la fierté de notre pays, l'histoire de notre pays. En off, on a quand même t'as pu mettre en avant le fait que dans tes livres d'histoire, il n'y avait qu'une seule ligne quasiment sur le Vietnam. Oui. Quand... C'était juste les dates de la guerre du Vietnam, c'est ça, voilà. Et parce qu'au final, on préfère parler de la guerre de Corée qui était pendant la guerre de Vietnam. Et donc, du coup, la guerre de Vietnam est passée plutôt à la trappe, surtout que les Américains ont honte de ce qu'ils ont fait au Vietnam. Voilà. Et donc, quand on pense à l'histoire du Vietnam, est-ce que ça influence la façon dont tu vois tes origines de par la guerre, la colonisation, la diaspora, les crimes contre l'humanité qu'il y a eu pendant cette guerre du Vietnam? D'autres scientifiques et chercheurs parlent également de génocide à l'égard des Vietnamiens, parce qu'il y a eu énormément de Vietnamiens qui en sont morts. Donc, comment toi, comment cette histoire-là influence, mais pas que la guerre, également l'histoire beaucoup plus poussée vers le passé, influence ta fierté sur ton pays? Je sais qu'on est vu comme un peuple de résistants parce qu'on a réussi à gagner la guerre contre les États-Unis, d'ailleurs. Bon, les Américains, quoi. Alors que c'était les leaders à cette époque-là. Et nous, on était un peu comme l'underdog, quoi. Et, moi, je sais qu'on parle souvent de ça. Sauf que moi, personnellement, je ressens pas une grande fierté d'avoir gagné contre les, les Américains. Enfin, d'un côté, oui. Parce que du coup, pour une fois que un plus petit pays, entre guillemets, gagne contre un plus grand pays. Sauf que du coup, moi, mes parents, en fait, ils viennent du sud du Vietnam. Et le sud du Vietnam était allié, en fait, avec les Américains. Donc, du coup, techniquement, nous, les Sud-Vietnamiens, on a perdu la guerre contre le communisme. Franchement, Ho Chi Minh, qui était le président du Vietnam, a fait de bonnes choses, dans le sens où, grâce à lui, quand même, on a réussi à prendre notre indépendance. Parce qu'avant, on appartenait aux Français, l'Indochine, etc. Mais voilà, en fait, ces idées un peu utopiques de communistes, comme quoi, oui, tout le monde va être égaux, etc. En fait, c'était faux. C'est pas ça qu'il a appliqué. Parce que moi, mes parents, de ce qu'ils me racontent, après que les Américains soient partis, ils vivaient mal, plus mal en tout cas. Et, voilà, hein, quand ils disaient qu'ils allaient prendre l'argent des riches pour pour le redistribuer aux pauvres et que tout le monde allait être égaux, pardon, c'était faux. Ils ont pris l'argent de tout le monde, des riches, des pauvres, et du coup, tout le pays était juste super pauvre. Hein. Chaque famille avait droit à une certaine portion seulement de nourriture, pas beaucoup. Il me semble qu'à ce moment-là, ils mangeaient même plus de riz, ils pouvaient que manger du manioc ou je sais pas quoi. Évidemment, très peu de viande. Et je sais que par exemple, mon grand-père, il travaillait dans une banque qui appartenait à l'État. J'avais un grand-père qui travaillait dans une banque et l'autre grand-père, il était prof. Et du coup, comme ils appartenaient à la fonction publique, comme ils travaillaient dans la fonction publique, pardon, ils ont juste été destitués de leur poste et ils avaient juste plus de travail, voilà. Ils disent plus de travail, ils disent plus d'argent, tu peux pas subvenir aux besoins des enfants. Du coup, c'était super pauvre et moi, c'est la raison pour laquelle aussi où mes parents quand même, à un moment, ils ont décidé de partir. Après, oui, éventuellement, ça s'est amélioré, mais il y avait quand même pas grand chose à faire au Vietnam, sinon ils seraient pas partis. Donc mes deux parents
ils sont essayé de fuir à travers un bateau. Il me semble qu'ils devaient fuir du bateau soit jusqu'au Cambodge, soit jusqu'en Malaisie. Et après, peut-être au Cambodge plutôt. Et après partir de ces pays, Mm. soit aux États-Unis, soit en France. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et c'est des petits bateaux, hein, c'est des barques, hein. Et on appelait ça pardon les boat people. Sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi comme beaucoup de personnes, mais au moins ils sont pas morts. Ils sont partis en prison. Et souvent, quand je dis ça à mes amis, ils sont en mode ah, tes parents sont partis en prison. Oui, ils sont partis en prison au Vietnam. Effectivement, ils sont restés quelques mois, mais la prison au Vietnam, c'est pas la prison en France, hein. Déjà qu'en France, je pense, c'est pas ouf. Prison au Vietnam, c'est dans une mini-cellule avec 1000 personnes. Voilà. Ma mère elle m'a raconté qu'elle pouvait même pas dormir dans une position allongée. Bien allongée, elle devait plier les jambes parce qu'ils étaient trop. Mais il me semble qu'après, tu es dans des cellules à Mm. deux, mais au début, tu vois, tu es avec d'autres personnes. Et pour mon père, lui, histoire très, très intéressante. Pour mon père, il était avec comment on appelle ça? Un compagnon de cellule. Oui, oui, oui. Voilà, ils sont devenus amis. Et lui, il avait une idée de fuir la prison. Oui, c'est Prison Break. Let's go! Fuir la prison. Et son idée, c'était qu'il devait faire semblant qu'il était vraiment très malade, qu'il s'était évanoui ou je sais pas quoi, pour partir à l'hôpital et après fuir Ok. à partir de l'hôpital. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Son compagnon de cellule, il a fait genre, il s'est évanoui. Son compagnon de cellule a appelé les gardiens. Ils sont venus pour vérifier s'il s'était vraiment évanoui. Ils ont mis leur cigarette sur sa peau. Et du coup, il devait résister et faire semblant qu'il était vraiment évanoui. Du coup, il a fait semblant. Wow. Ensuite, ils l'ont emmené à l'hôpital et il a réussi à fuir. Voilà. Un héros. Un héros. Et pour ma mère, juste après quelques mois, si ta famille rassemble de l'argent, ils te laissent sortir. Ok. En gros, c'est ça. Après, est-ce que je devrais raconter comment ils sont arrivés en France ou c'est trop long C'est comme tu veux. C'est ton moment sais à pas toi grave. d'en parler. Si t'as envie de parler, aucun problème. Si tu veux pas, pas de souci. Ah oui, pour revenir aussi à voilà, est-ce qu'on a vraiment gagné la guerre? À la fin, on a perdu énormément de Vietnamiens en général, dont beaucoup de civils. Et je sais que mon arrière-grand-père en plus, il a été tué par un soldat, un soldat français à l'époque. Mais à cette époque-là, je crois que c'était plutôt l'époque de l'Indochine, si je me trompe pas, enfin pendant l'Indochine. Et ce que je trouve quand même surprenant, parce que j'en ai parlé à mes parents récemment, je leur ai dit, mais on dirait que vous en voulez pas trop aux Français, non? Et ils m'ont dit que parce que ils vivaient mieux sous l'occupation, en tout cas française. Enfin, ils vivaient pas de manière trop mauvaise. Je sais pas si c'était vraiment mieux, mais en tout cas, le communisme, ils m'ont dit que c'était pire en tout cas que l'occupation française et que après les Français aussi, ils ont enrichi la culture, un petit peu, mais bon, enrichi. Mais merci pour le banh mi, hein. Merci pour le banh mi. Oui, c'est tout. Un point positif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, on a une belle culture de par la nourriture, les valeurs d'entraide, la générosité. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, maintenant, c'est un pays émergent quand même. C'est un pays émergent, donc ça, c'est cool pour le pays. Après, voilà, je sais qu'ils continuent de coloniser des voisins pour des terres qui ont été déminées par les Français. Ouais. Voilà. Un point aussi sur lequel je voulais revenir et j'ai oublié, c'est du coup comment j'ai pu affirmer du coup mon identité vietnamienne. Euh, Bah depuis que je suis petite quand même, parce que comme j'ai dit, j'ai grandi dans une cité, etc. Donc environnement multiculturel. Parce qu'à l'époque, les enfants du coup croient que tout le monde est chinois. Voilà. Et Oui, du oui. coup, moi, j'étais la meuf qui faisait chier et qui disait non, je suis pas chinoise, je suis vietnamienne. Depuis que je suis petite, et c'est pour ça que je sais qu'au moins mon entourage, ils savent que voilà, faut gérer asiatique, et c'est comme ça justement que tu changes les mentalités. Mm. Parce qu'à l'époque de primaire, collège, peut-être voire lycée, plus primaire, collège, tout le monde disait chinois pour parler des asiatiques en général. Mm. Mais je pense que c'est parce que les gens, ils font la remarque, parce que peut-être on le voit plus à la télé, que les gens disent asiatiques, etc., qui comprennent en fait que l'Asie c'est grand, qu'il y a plein de pays et que ça se limite pas qu'à la Chine. Donc c'est important de le dire. Et c'est un point hyper important puisque ça va me permettre de basculer sur notre question. C'est la manière dont les médias français Mm. vous perçoivent. Mm. C'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui débordent aujourd'hui, qui mettent en avant des moqueries en étirant leurs yeux et en disant que je suis asiatique. Ça a été le cas des députés finnois,
qui avait fait cette petite blague-là, etc. Il y a aussi des humoristes qui Ah essayent oui. de reprendre l'accent chinois. Ah, l'accent chinois, Euh, j'avais oublié cette partie carrément. c'est ça. Et en disant aussi qu'ils savent parler chinois et en disant juste Ching Chang Oui, Chong, par n'importe exemple. quoi. Euh, comment, comment tu vois, toi, la mise en avant de ta culture asiatique et vietnamienne dans les médias français Mm. et de ta culture, mais aussi de la société? Disons dans les médias français, en tout cas, déjà, on n'est pas trop représenté. Généralement, si on parle de, par exemple, l'industrie du cinéma, on n'a jamais le premier rôle. Si on a un rôle, c'est soit c'est des clichés en fait, donc soit le rôle de le meilleur ami intelligent. Nous, pour les femmes, on est souvent sexualisées, donc la masseuse, happy ending, la prostituée, la geisha, etc. Après, dans les journaux en général, bah, on parle pas trop de nous, mais la plupart du temps, on parle de nous, c'est parce que ils aiment bien dire: «Oui, mais regardez, les, Asiatiques, eux, ils font pas ça». Ah Voilà, on oui, parle oui, du Nord oui. et des Arabes, du coup. Voilà, la minorité modèle, les gars, les Asiatiques, déjà, ne soyez pas fiers, par pitié, ne soyez pas fiers quand on dit des trucs genre: «Oui, mais regardez, les Asiatiques aussi, ils ont migré en France, ils font pas ci, ils font pas ça», et cetera. C'est beaucoup plus profond que ça. J'avais lu quelque chose comme quoi les Asiatiques, quand ils sont venus, les Chinois notamment, parce que c'est la plus grande communauté asiatique en France, ils sont venus, ils ont eu beaucoup d'aide pour lancer des commerces, des prêts avantageux, etc. À Paris, donc dans des quartiers, on est souvent Paris 13, BV, etc. Et c'est comme ça que du coup, on a réussi à prospérer et s'enrichir, etc. Donc voilà, c'est pour ça. Et tout ce qui est, enfin, pour, pour avoir grandi dans une cité, peut-être que là je me mélange un peu, mais pour avoir grandi dans une cité, c'est même j'ai regardé des films, etc., des documentaires, c'est si les Noirs et les Arabes, comme ils disent, font des bêtises, etc., la police, etc., c'est en fait c'est à cause du système, quoi. C'est pas eux, ils se sont réveillés un jour et ils se sont dit: «OK, je vais foutre la merde et je vais faire je sais pas quoi». Oui, il y a beaucoup d'influences avec les amis, et cetera, il y a des mauvaises influences, Mmh. forcément, mais en tout cas, je pense et je suis persuadée qu'en premier lieu, les c'est les policiers qui étaient méchants plutôt, envers les racisés, Mmh. et que c'est comme ça que cette haine s'est développée entre eux 2 et que voilà, ça a créé un peu ce cercle, vicieux, quoi. Donc voilà, la minorité modèle, fuck la minorité modèle, en fait, parce qu'on n'a pas envie d'être la minorité modèle, sachez-le, c'est n'importe quoi. Et du coup, voilà, ils nous voient comme dociles, soumis à eux, et le truc, c'est que dans l'esprit, d'un blanc, OK, il va plus détester d'autres, origines, donc il va peut-être moins nous détester, mais il va quand même beaucoup nous mépriser. Mmh. Et je pense qu'ils ont une image de nous très, très docile, d'où le mépris, Oui, parce qu'on va jamais rien dire, et cetera. Et c'est la raison pour laquelle, faut pas se taire face au racisme, parce que sinon, du coup, les gens nous voient c'est comme ça. des gens qui se défendent pas, quoi. Faut se défendre un minimum. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas toujours l'énergie de le faire, mais expliquer quand même aux gens un minimum qu'il y a des trucs, c'est pas correct à dire. Et faut s'imposer un peu dans Mais la vie. surtout que la vague de haine asiatique a été hyper importante pendant la période du Ouais, Covid. ouais. Il y a eu un élan d'insultes, de violence physique à l'égard de la communauté asiatique en Europe, aux Mm, États-Unis également. mm. Beaucoup aux États-Unis. Parce que de par le fait que le virus du corona Mm, mm, venait de Chine, mm, mm. mais le fait que tu mettes en avant la question de la docilité et du côté modèle et parfait, bah, au final, quand on a envie de détester quelqu'un, on va mettre Oui, de voilà, côté c'est cette ça. idée-là C'est pour que venir attaquer la personne. Et c'est ce qui s'est produit pendant la vague de la pandémie où c'était la communauté asiatique qui ont énormément subi la haine. Il y a eu des morts, il y a eu des victimes de violences. Enfin, on peut mm, juste regarder les réseaux sociaux, les photos, et ça justifie, ça met en avant déjà l'idée que le racisme va, comme tu as dit, catégoriser ouais, c'est les ça. personnes. Et une fois qu'on a envie de détester quelqu'un, Mm, parce mm. qu'il y a eu un événement, ben on va du coup attaquer plus cette communauté-là, mettre de côté les autres communautés qu'on déteste le plus, et ensuite revenir sur eux quand on aura fini de détester une Ouais, c'est ça. communauté. Et ça, Chacun son c'est tour, finalement. exactement, au Chacun son tour. final, on n'est Notre jamais tour à est l'abri. arrivé. Notre tour est arrivé Exactement, pendant le Covid, et il y avait plus de minorité modèle, c'est ça ça. nous détestait, et cetera. Donc voilà, en tout cas, je peux faire passer un petit message. Vas-y. En tout cas, j'aimerais m'adresser à mes frères et sœurs asiatiques
Voilà, ne soyez pas fiers de la minorité modèle, bosseur, etc. Parce que ça perpétue juste des clichés racistes envers d'autres communautés et des clichés racistes même envers nous-mêmes. Et que peu importe à quel point vous essayez d'être aussi bien qu'un blanc, vous ne serez jamais blanc. Ils vont jamais vous accepter, les gars. Mm. Abandonnez, soyez juste fiers d'être asiatique. Voilà, merci. Bravo. Et ben, du coup, par rapport à la fierté d'être asiatique, il y a aussi un point important, c'est que la fierté asiatique a été reprise par pas mal de personnes. Mm, On appelle ça l'appropriation culturelle, mm, de par les vêtements. Donc, la tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes a été reprise de manière très suggestive en ne mettant pas de pantalon, par exemple, parce que c'était une robe qui était perçue comme étant sexy, alors qu'au final, la portée, c'est plutôt un respect de mettre un pantalon en dessous, par exemple. mm. Ou alors les fameux cafés qui ouvrent, les cafés asiatiques. Coffee, on parle à vous. qui ont été qui sont contrôlés par des personnalités Des blanches, Français, des ouais. Français, mais qui va reproduire entre guillemets la esthétique vietnamienne, de mettre en avant la pauvreté vietnamienne, mettre en avant également les rues du Vietnam et la culture vietnamienne. Donc cette question d'appropriation culturelle est aussi à mettre sur la table. Comment tu expliques cette fierté asiatique à l'égard de ces personnes blanches qui se réapproprient cela? Bah, déjà, c'est très hypocrite et assez drôle qu'une fois qu'ils aient fini de détester notre culture, parce que là, maintenant tout le monde kiffe la nourriture asiatique, hein. Mais avant c'était pas ça. Déjà avant on mangeait du chien apparemment. Avant ça puait, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, maintenant tout le monde adore, visiblement. OK. Hem Pour le Viet Coffee, pour parler du Viet Coffee, c'est un comportement typique de colon, les gars. Ouais. Parce que partir, ok, tout le monde fait un road trip en Asie, les backpackers, là, c'est ok, c'est trop bien, etc. Mais en fait, je pense que le problème aussi, surtout, déjà de un, c'est le nom de l'enseigne, Viet Coffee, et de deux, c'est aussi le storytelling derrière. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'avec les réseaux, le storytelling fonctionne bien pour promouvoir un business. En fait, eux, fallait juste vraiment qu'ils se la ferment. Parce que appeler un café Viet Coffee alors que tu as 5 produits vietnamiens, et après j'ai regardé leur carte, et après Ouais. tu as des produits un peu japonais, après c'est un peu d'autres trucs un peu basiques, etc. Bah pourquoi? Fallait vraiment juste appeler ça coffee à la limite. Et c'est surtout le storytelling de dire ah oui, on est tombé amoureux du Vietnam lors d'un voyage en backpack pendant 6 mois alors qu'on sait même pas combien de temps vous êtes resté au Vietnam. On s'est formé pour reprendre les techniques traditionnelles de comment faire le café, etc. au Vietnam. Déjà, je suis même pas sûre qu'ils utilisent le même grain de café qu'on utilise là-bas, parce que c'est un grain de café différent que celui qu'on utilise en France. Et ouais, c'est le fait de dire que, en fait, de faire passer ça pour de l'appréciation culturelle alors que c'est de l'appropriation, parce que du coup, après, vous revenez en France avec ça, alors qu'il y a plein de cafés déjà vietnamiens ouverts par des Vietnamiens, tenus par des Vietnamiens. Vous voulez faire ça, mais en fait, à la limite, ouvrir ça, mais au moins, je sais pas, employer des Vietnamiens. Il y en a pas du tout? Voilà, déjà, je sais qu'ils sont situés à Lille, donc il y a pas Ouais. beaucoup d'Asiatiques en Non. général à Lille, mais du coup, il y a pas de Vietnamiens, vous êtes juste tous des Blancs en train de vous faire de l'argent sur notre culture, à nous, en fait. Et c'est un comportement de colon, les gars. Voilà. Et pour parler du Aoi, en fait, c'est une tenue déjà que les étudiants portent. Donc, c'est censé être un truc quand même assez pudique, parce que quand même, en Asie, on est assez pudique. En tout cas, au Vietnam, on est assez pudique d'une manière générale. Donc, c'est une longue robe qui est quand même assez cintrée en vrai. Donc, je trouve que quand même, bah, ça fait un beau corps, je suis d'accord, mais c'est pas moulant, c'est juste cintré. Donc, c'est ajusté à ton corps, parce que tu le fais sur mesure généralement. Et il y a un pantalon qui va avec, c'est une belle petite tenue. Le fait de le sexualiser, enfin, à un moment donné, on va sexualiser combien de choses, je sais pas. Porter des robes volantes, c'est OK, j'en porte, etc., faites ce que vous voulez. Mais pourquoi en fait, si tu portes une tenue traditionnelle, porte-le de manière traditionnelle, ou peut-être il y a des twists et tout, parce que même au Vietnam, maintenant, il y a un peu plus modernisé, disons, mais enfin, pas de pantalon, enfin, non, porte un pantalon, et aussi, tu veux pas le porter pour tout et n'importe quoi. Genre, s'il te plaît, le porte pas pour Halloween. Si si par exemple, t'es invité à un mariage vietnamien, oui, bah, et que la mariée veut que tu le portes, je sais pas, porte-le. Mmh. C'est joli, tu vois, ça reste un habit traditionnel qui est joli. Ou par exemple, si t'es vraiment au Vietnam et que tu vois, tu fais ton petit shooting, etc., tranquille. Mais en tout cas, si vous voulez le porter dans ces conditions-là, au moins respecter notre culture avec. Voilà, j'ai pas envie de les entendre après.
voilà, dire chinois pour dire Vietnam ou d'autres trucs pas ouf Mm. sur nous les Asiatiques en général, quoi. Mais en fait, l'important, c'est que il est possible de porter la tenue traditionnelle du pays. Il y Oui. a aucun problème. Personne n'a dit vous pouvez pas. Personne l'a interdit exactement. Mais c'est la manière dont c'est porté et le message qui est aussi transmis quand on porte la tenue en question. Ou alors un accessoire, etc. Oui, oui. On n'est pas là pour interdire le port, on est plutôt là pour sensibiliser la chose en mettant en avant le fait que il y a une histoire, il y a une tradition derrière. La tenue en question a été créée pour une raison spécifique et particulière, donc il faut aussi respecter le côté coutumier et traditionnel de la tenue. Et pareil, le fait d'ouvrir un café ou une chaîne de restaurants en s'inspirant de la culture vietnamienne, ça peut être OK. Mais la condition d'ailleurs, c'est de ne pas créer un restaurant ou un café avec une idée que oui, je suis tombée amoureuse du Vietnam, donc je me Ouais, permets resto était d'apprendre à bien, faire était ça. vraiment Non, cool. c'est ça. Et pourquoi ouvrir un café vietnamien et au final avoir que 3 éléments de la carte sur le Ouais, Vietnam enfin, et tout le reste met en avant l'Asie? Avoir l'Asie ou zéro, même les trucs c'est basiques, hein, ça, c'est des trucs un peu basiques. avoir zéro employé vietnamien alors que c'est censé être un café vietnamien. Viet Coffee. Exactement. Et ça, là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, Il y a tellement totalement. d'exemples Et d'autres où, cultures, exactement, où c'est d'autres bien cultures qui ont sûr. été mis en avant et qui ont été juste super mal représentées. Et bien sûr que maintenant, enfin, c'est pas comme l'ancienne génération où personne ne parle, Ouais. on reste docile, on a très peur de s'exprimer. Aujourd'hui, bah, on a envie de se réapproprier notre propre culture. Mm. Enfin, pendant longtemps, on nous a interdit d'être fiers d'être qui on est. Aujourd'hui, on veut l'être. Et au final, on essaie de se réapproprier notre narration. C'est ça. Et ça veut pas dire qu'on est des personnes reloues Ah ou non. chiantes, enfin, de manière Et s'il faut générale. être relou, on va être relou tous les jours. Exactement, c'est juste qu'il faudrait remettre le titre où ça appartient et redonner bah, à César ce qui est à César au final. C'est ça. Et Je suis donc, d'accord. on arrive sur la fin. Donc, j'ai potentiellement une petite question à te à te poser. Et Mm. voilà. Donc, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes issus de l'immigration qui essayent de trouver un équilibre entre l'héritage de leurs parents et leur propre liberté? C'est un sujet assez important parce que encore aujourd'hui, on voit des jeunes qui essayent s'atténuer, de garder qu'une seule identité, où ils sont perdus parce qu'il y a aussi des parents qui n'ont pas le temps de transmettre la Ouais. culture de par la manière dont ils sont venus dans le pays. Enfin, il y en a qui sont venus de manière illégale ou de manière aussi brutale. Et donc, Mm. pour eux, il fallait tout de suite intégrer l'enfant au pays et donc mettre Ouais. de côté l'identité. Donc, il y a une histoire particulière. Ça dépend de la manière dont c'est aussi transmis. Comment un jeune aujourd'hui qui aimerait, ou alors quelqu'un de plus âgé qui aimerait renouer avec ses liens, donc là, en l'occurrence, le Vietnam, quels seraient, toi, tes petits tips ou ton petit message à ces personnes-ci? Alors, là, je dois regarder la caméra. Comme tu veux me regarder moi ou la caméra, il n'y a pas de problème. Parler aux jeunes issus de l'immigration, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, mes petits jeunes issus de l'immigration, bon, déjà, commençons par dire que moi, je suis personne pour vous dire quoi faire, parce que vous voulez dans la vie, etc. Moi, si j'ai juste un conseil à donner de par mon expérience du haut de mes 25 ans, c'est que voilà, je pense qu'on a souvent l'impression qu'on a un peu le cul entre deux chaises, parce qu'on n'est jamais vu comme 100% français, ni finalement jamais vu comme 100% vietnamien, parce qu'on a une mentalité différente des Vietnamiens qui sont nés au Vietnam, par exemple. Mais comme conseil, je pense qu'on devrait juste prendre le meilleur des deux mondes, comme je l'ai dit au début. Il n'y a aucune culture qui est parfaite, hein. Il y a beaucoup de belles valeurs de la culture française également, comme des valeurs un peu moins correctes, mais pareil qu'au Vietnam, parce qu'on les a déjà abordés. Il Mm. y a des points quand même négatifs de cette culture. Donc voilà, un peu, soyez juste fiers d'être quelqu'un qui a cette origine-là et qui a grandi dans ce pays-là. Et pour un peu se sentir un peu plus proche de ses origines, bah, je vous conseillerais peut-être de rentrer si vous avez l'occasion, de voir ce que le pays a à vous offrir, d'essayer de parler un petit peu aux gens, de comprendre d'où est-ce que du coup vos parents viennent généralement, et aussi bah, parlez beaucoup à vos parents, et je me parle à moi-même également, hein. Demandez-leur comment était leur parcours, etc. Et le truc que j'ai remarqué avec mes parents, c'est que ils minimisent énormément Ouais. leur parcours. Mm, 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 mm. Mes Euh, parents aussi. Enfin, ils se rendent pas compte que
immigrer d'un pays totalement différent à l'autre, ne pas parler la langue, subir le racisme, faire des petits boulots parce que du coup mes parents ils ont commencé à travailler en tout cas mon père il a commencé à travailler à McDo parce qu'il est venu au début et après à la fin le métier qu'il a fait pendant des années c'était réparer des ordinateurs au service après-vente de la Fnac et c'était un métier quand même très stressant, on mettait beaucoup la pression sur oui, il faut réparer tel ordi, donc toujours des problèmes, sauf que tous les ordinateurs ne sont pas pareils, donc Mm. c'était ça, tout ça pour un SMIC. Ma mère du coup elle était caissière slash préparatrice dans une cantine pour une entreprise ici quoi. Donc voilà, c'était des métiers quand même très fatigants pour eux. Et souvent, eux, je pense qu'ils se retrouvent vite ils sont vite dépassés par la vie. Et c'est des parents, hein, ils doivent s'occuper de tout, Mm. etc. Ils doivent travailler, etc. Et ils oublient, je pense qu'ils oublient parfois de nous parler de ça. Et mais quand je leur en parle, j'ai l'impression qu'ils minimisent beaucoup, tu sais, et je les vois rigoler et tout. Moi, je trouve pas ça drôle. Ouais, non, non. Et je sais qu'une fois, il y avait une amie chez moi, et je sais plus pour quelle raison on parlait de ça, et moi, je faisais un peu la traduction entre mon amie et mes parents. Et mes parents, quand ils en parlaient, ils souriaient et rigolaient. Et ma copine, elle m'a dit, mais Vi, ils sont en train de parler de ça là, mais pourquoi ils rigolent? Mm. Et ouais, c'est choquant, c'est des parcours de vie incroyables. On n'aura jamais leur parcours de vie. En fait, même si on devient médecin, même si on devient le président de la République française, on n'aura tellement jamais leur parcours de vie. Donc voilà, tant qu'ils sont encore là, parlez beaucoup avec eux. Après aussi, il y a plein, en tout cas pour mon pays, pour le Vietnam, il y a quand même plein de choses, plein de bonnes choses à regarder sur Internet. Beaucoup, beaucoup de documentaires sur YouTube. Moi, je suis plus documentaire que Ouais. lire des articles, etc. Mais récemment, comme j'ai commencé à lire des livres, enfin à me remettre à la lecture, du coup, je voulais lire des auteurs vietnamiens. Et est-ce que Océane Vuong. tu veux me poser ah ah oui, autre chose aussi que je voulais dire. Voilà. Soyez reconnaissants. Ah oui, une chose importante, pardon, que je voulais dire, c'est que faut que vous soyez reconnaissants envers eux et aussi qu'il ne faut pas trop vivre votre vie en fonction de leurs attentes à eux, parce qu'à la fin, c'est votre vie. Même si vous voulez faire plaisir à vos parents, Mm. à la fin, c'est pas eux qui se réveillent dans votre corps, en fait. C'est vous qui avez votre vie, donc faites vraiment ce que vous voulez. Et vos parents, à la fin, ils vous aiment, ils vont vous suivre, ils vont vous soutenir, même si peut-être ça pourra prendre du temps, je pense. Et aussi, voilà, soyez pas trop dur envers vos parents, parce que la différence de culture, elle est quand même énorme, malgré le fait qu'on soit quand même vietnamien. Faut se souvenir aussi que vos parents, c'est la première fois qu'ils sont là, sur ce monde, et c'est la première fois qu'ils sont parents. Ils n'ont pas appris à être parents dans un livre, en fait. Ils sont nés, ils vous ont eu, ils étaient parents. C'est une décision, certes, mais parfois, c'est pas facile d'être parent. Et voilà, soyons tous un peu plus gentils les uns envers les autres. Ne pas se taire face au racisme, par pitié. Et encore, tu sais que j'ai d'autres trucs à dire sur le racisme. Mais je vas-y. pense, Mais vas-y, tu peux. Moi, ah, quartier ok. libre, il y a aucun problème. En fait, il y a une anecdote qui m'a vraiment choquée, une des anecdotes qui m'a vraiment fait le plus mal au cœur, parce que depuis que je suis petite, je vis du racisme de rue. Enfin, voilà, Mm. c'est comme ça. Sauf que par rapport au fait que je sois une femme, ah là là, la misogynie, j'en vis deux fois plus. Je pense que j'en vis deux fois plus aussi. Oui. Euh, et notamment, bon, je sais plus. Mais en tout cas, je vais parler de discrimination intersectorielle. C'est ça? Ouais, je crois que c'est le terme. Je suis pas sûre. C'est ça, parce que du coup, je vis de la discrimination parce que je suis vietnamienne et également une femme. Et je sais que quand je raconte mes histoires à des hommes asiatiques, ils sont assez surpris parce que eux, j'ai l'impression qu'ils en vivent moins. Je dirais Mm. pas du tout, mais ils en vivent moins parce qu'en fait, les hommes se sentent en confiance comme t'es qu'une femme de se dire tout. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'est les trucs basiques, hein, konnichiwa, ching chong, etc. dans la rue. Sauf Ouais. qu'en fait, quand t'en reçois beaucoup, vers un moment, c'est vrai que t'es un peu fatigué de dire stop. Moi, généralement, ce que je réponds, c'est que je regarde. Soit je les regarde mal, soit une fois j'ai dit ta gueule. J'étais en pleine confiance, hein, j'étais sur Paris. Peut-être qu'on allait me casser ma gueule là. Voilà. Je conseille quand même de ne pas se taire face à ça. Mais une scène qui m'a vraiment marquée, et je trouve que c'est l'exemple parfait d'une misogynie plus racisme, c'est que on était à, tu sais,
tous les restos, ils ont réouvert période Covid, là. Oui, Tu oui, vois, oui. donc je passe une soirée trop cool avec ma meilleure amie. On va manger au resto, on se balade sur les champs, on marche. Et moi, je portais une robe assez moulante. Voilà, je marche, marche, marche. Il y a un mec en terrasse, il me regarde. Et après, il dit, je crois, il dit Konnichiwa avec un sourire ou un truc comme ça. Mais en fait, je sais pas comment expliquer, mais la manière dont il a dit, C'est horrible. c'est horrible. La manière dont il a dit, c'était. En fait, avec son petit sourire, je pense que c'est une technique de drague, les gars. Mais Oui. c'est n'importe quoi, t'es idiot ou quoi? Et ce qui m'a fait mal au cœur aussi, c'est que c'était pas un blanc, quoi. Ouais. Enfin, déjà, moi, souvent, le racisme, de mon expérience personnelle, c'est presque tous des hommes. C'est presque perpétué par des hommes. Et ça, c'est de tout, hein. C'est des Ah oui, blancs, bien des sûr. racisés, d'autres racisés, etc. Donc, moi, quand je le regarde et je me dis, mais toi-même, tu vis du racisme, tu veux me faire subir du racisme à un moment donné, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment saoulée parce que je me sentais vraiment bien. Et il m'a un peu niqué ma soirée. Et du coup, je me suis retournée, je l'ai regardé, je crois, j'ai dit, vas-y, ferme ta gueule, ou je l'ai insulté et tout, je sais plus. Je marchais au loin, etc. Et il a entendu, et il était énervé. Déjà, il était surpris que je réponde, parce que d'habitude, On répond pas. on répond pas. Et après, il m'a dit, écoutez bien, je regarde pas ce caméra. Vas-y. Il m'a dit, de toute façon, t'as pas de cul. Tu vois? Tu vois, à un moment donné, on peut pas vivre, en fait. Ça veut dire, ça veut dire, donc en fait, toi, t'as le seum que je te réponde parce que t'es un gros raciste. Et après, tu te permets de critiquer mon corps en plus parce que du coup, t'as le seum que je réponds pas à ta drague ou que je te parle mal, j'en sais rien. Du coup, t'as le seum. Mais genre, Ouais. les filles racisées et tout, vous taisez jamais face à des trucs comme ça Mm. parce que c'est n'importe quoi. En fait, qui es-tu pour faire des commentaires sur mon corps déjà? Alors qu'il y a 2 secondes, t'as l'air de vouloir me draguer déjà, espèce de gros mytho, cul ou pas cul. Bref, ça m'avait saoulée déjà. Et du coup, voilà. Ça, je trouve que c'est une anecdote importante quand même. C'était important à Celle-là, je mettre voulais en la dire. Il y en a plein des anecdotes. Celle-là, je Non, voulais la mais dire. c'est hyper important de mettre en avant le fait qu'il faut pas se taire. Et le problème, c'est que il y en a qui ne veulent pas se taire, mais elles ont peur Oui, des voilà. conséquences parce Voilà, que on sait pas quel fou on a devant nous. voilà, c'est ça On sait pas aussi. s'il va C'est venir pour nous attaquer, s'il va se calmer, il va rester dans son coin ou je ne sais quoi. c'est pour ça. Et donc, si jamais vous, public, spectateur, vous voyez une femme en détresse ou se faire Oui, insulter, oui. s'il vous plaît, sortez pas que votre téléphone, Ouais, ouais. agissez parce que vraiment, Mm. vous vous rendez pas compte de la crainte qu'on a. Le nombre de fois où j'ai eu super peur Ouais, c'est vrai. parce qu'on m'a C'est dur d'être une femme. Ah ouais, ouais, non. C'est horrible d'être une femme, mais c'est horrible d'être une femme racisée. Ouais. Et ouais, généralement, les gens autour, moi, ils répondent pas trop. C'est pour ça, en fait, vous pouvez compter Sur que soi-même. que sur vous-même. Donc, au moins, levez-vous pour vous-même. C'est ce Mm. que je dirais. Mais faites attention quand même parce que voilà, j'ai pas envie que vous mourrez. Là, vous le dites, c'est même dans un podcast qui a raconté n'importe quoi. On va éviter. Je sais pas. C'est faites ce que vous avez envie. Ouais, Nous, c'est notre expérience. voilà. On réagit différemment, Voilà. mais on vous demande pas de refaire la même chose que nous et de vous Chacun est mettre en danger. différent. Voilà. C'est Voilà. un disclaimer. C'est disclaimer. Et pour un livre, pour un YouTube, pour YouTube, j'ai noté sur YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Dien Bien Phu. Pourquoi la France a perdu ses batailles mythiques par le monde, pourquoi les États-Unis ont-ils perdu la guerre du Vietnam, la folle histoire. Et comme format plus long, bah, il y a plein de documentaires Arte. Je sais qu'il y avait des documentaires sur Netflix à l'époque, mais je sais Oui. pas si Je sais pas du tout si c'est encore ils là. sont encore là. Parce que moi, j'ai plus Netflix. Et des livres que j'ai pas lus, mais que je vais lire prochainement. Il y en a un, il s'appelle Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Nguyen. Désolée, je sais même pas comment prononcer, même en vietnamien. T'inquiète. Et un que je suis en train de lire. Je Ouais. l'ai commencé, Un bref instant de splendeur d'Ocean Vuong, parce il est américain et vietnamien. Du coup, il a dédié ce livre à sa mère, donc en fait, il s'exprime vraiment à sa mère. Et en fait, c'est super touchant, parce que déjà, c'est une lettre Mhm. à sa mère. Et il raconte vraiment juste des petites histoires de comment lui, il a grandi, de leur relation, comment sa mère a grandi, comment sa grand-mère a grandi, parce que du coup, il a surtout grandi avec sa mère. Et sa mère qui est métisse, il me semble, mais qui ne connaît pas son père. Et là, ils sont aux États-Unis. Et en le lisant, ça m'a beaucoup touchée parce que on voit quand même qu'il a une relation assez conflictuelle et complexe avec sa mère, mais que quand même, elle essaie de faire le mieux pour lui en tant que mère célibataire, Mm. pour l'élever correctement.
Et je me rends compte quand même qu'il parle beaucoup avec sa mère et sa grand-mère parce qu'il sait beaucoup de détails de leur histoire. Donc, je trouve ça super bien et ça m'encourage à faire de même avec mes parents. Et il y a beaucoup de moments un peu touchants où il raconte, parce que sa mère, elle travaille dans un salon de manucure, donc beaucoup de Vietnamiens font ça surtout aux États-Unis. Et il explique comment elle a tellement ce réflexe de juste dire pardon, pardon tout le temps parce que, parce que à la fin, le client est roi et qu'il faut juste le satisfaire. Et surtout que là-bas, ça fonctionne beaucoup aux tips. Donc à Mm, la fin, elle veut quand même gagner le mieux possible. Et du coup, elle se force du coup à s'abaisser, mm. à se soumettre à son client pour que du coup, ce client se sente un peu inférieur, un supérieur, pardon, que le client se sente supérieur à elle et qu'il se sente mieux. Et du coup, un peu en mode ah de toute façon, tu fais ce que c'est toi qui me rends un service, et cetera. Tu fais ce que je te dis, tu fais tout ce que je te dis. Et je me sens un peu mieux par ego. Du coup, je vais plus te tipser parce que du coup, j'ai un peu la peine, tu vois. Mm, mm, mm. C'est un peu ça qu'il racontait et c'était quand même très touchant. Je l'ai pas encore fini, mais j'avais les larmes aux yeux plusieurs fois parce que je me reconnais. Ouais. Mais c'est important de pouvoir lire des ouvrages d'auteurs Mmh, venant de cette culture, parce que mmh. le message est encore 1000 fois plus important et plus Ouais, conséquent et réaliste. réaliste, exactement. Bon, la question du client et roi, c'est dans mon prochain livre. Parce que On bon, en reparlera. voilà, hein. On a été Heu, vendeuses, les gars. Vraiment. ouais, vendeuse, serveuse. Mais ouais, non, mais c'est pour ça que je trouve important que la lecture est l'un des si jamais on n'a pas la chance d'avoir nos parents près de nous et cetera, la lecture est Ouais, vraiment la source la plus importante parce que on a toujours vécu avec un storytelling dit de manière ouais, orale, donc ça se transmet de ouais. génération en Sous un génération. prisme occidental aussi, Exactement, c'est ça. Et par donc le fait l'école. de pouvoir remettre ça à l'écrit et de se réapproprier son histoire, mais Mmh, également de partager cela, parce qu'au final, on a des auteurs, mmh, quand on le lit, on se rend compte que c'est mon histoire, mmh mh. mais mise de notre côté. Oui, 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 oui. C'est pour ça que c'est tout bête, mais quand on voit une Barbie qui ressemble à quelqu'un Ah qui vient de oui, notre oui, la communauté, représentation, c'est trop c'est important, ça, oui. en fait, avoir une représentation, c'est essentiel. Et c'est pas nous forcer à dire oui, mais quand même, je me victimise parce que je suis pas représentée. Non, non, non. C'est une manière de se dire, bah, mon histoire est connue, compris, et je suis acceptée. Mmh mh. Et C'est ça. par rapport à ça, Ouais. l'un de mes films préférés, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, voilà, de Jennie Han. Et en fait, c'est comme ça que la représentation, elle C'est commence ça. parce que Jennie Han, c'est une autrice, coréenne, il me semble. Du coup, elle a écrit un personnage, coréen, Ouais. mais qui vit, aux États-Unis. Et du coup, ça a été adapté et je sais qu'à l'époque, je crois que c'était en 2016, Je m'en rappelle 2018, plus, mais je je crois que sais c'était plus c'est en quelle année. avant le Covid, je crois. Non, je pense 2018 plutôt, 2018-2019, Ouais, 2019 peut-être. ouais. Et en fait, c'était le personnage principal déjà et c'était juste une fille qui vivait une petite histoire d'amour. C'est une petite rom-com, Mmh. chill, mais ce que en tant qu'asiatique, on a bien aimé, je pense, c'est que justement, c'était juste un personnage qui est une fille qui est une petite lycéenne et qui a des petits crushs par-ci par-là et ça fait plaisir. Il y a 1000 films comme ça où le personnage principal est blanc parce que c'est des films faits par des blancs. C'est Et ça. là, comme elle Ouais. était en coproductrice ou quelque chose Ouais. comme ça, en tout cas, elle a écrit le livre, quoi, donc elle était là. Ça faisait trop plaisir de voir que, au-delà du fait qu'on soit asiatique, parce que ça se voit et on le sait et on en est fier, on est juste une petite fille, une petite lycéenne C'est ça. qui a des petits crushs. Et aussi, j'avais assisté pardon, à une conférence au musée Guimet, c'est des arts asiatiques, Oui. sur la représentation des asiatiques dans l'industrie du cinéma Mmh, mmh, mmh. français. Et ce qu'ils expliquaient, eux souvent c'était des gens qui écrivaient des scripts. Tu vois, c'est que en fait, de base, nous, les Asiatiques, on est conditionnés à ne même pas être dans ces milieux-là. Mmh. Parce que tes parents, ils ont immigré, ils vont pas se dire, vas-y, fais de l'art, alors que tout le monde sait que c'est compliqué quand tu fais de l'art, faut s'accrocher. Donc rien que ça, déjà, on n'a pas beaucoup qui sont dans ces milieux-là, en tout cas qui se dirigent vers ces milieux-là. Même s'ils se dirigent vers ces milieux-là et qu'ils écrivent un script, mais qui, par exemple, qui n'est pas lié à la guerre, en fait, il y a aucun producteur, aucun directeur voudra faire ton film, en fait. Donc, Ah, à ce moment-là, complètement. comment tu fais? Tu as juste Mmh. un script, tu fais comment pour produire ton film, tu vois? C'est pour ça C'est qu'il y a ça. beaucoup de, Mmh. de courts-métrages. Et il y avait une fille qui avait raconté un truc super. Ah, ils n'ont pas de sponsor aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est lié. Parce qu'ils sont pas intéressés par un film où le personnage principal est asiatique. Et il y avait une fille qui sortait d'école d'animation et c'était son projet de fin d'année, etc. Et elle voulait faire une petite BD, une petite animation
pardon, sur 2 filles, 2 lesbiennes, du coup, qui se rencontraient via Tinder et c'est un petit date, etc. Un petit sujet assez léger, mais c'est ce qu'elle voulait faire. Et elle est vietnamienne et française aussi, elle est métisse. Et elle disait que ses professeurs, quand elle a pitché l'idée, ses professeurs lui disaient et puis ta grand-mère, elle a vécu comment la guerre, etc. Enfin, les gars, si j'ai envie de Ouais. faire une animation sur un date Tinder, je fais une animation Sur sur un un date date Tinder Tinder. et j'ai pas envie de parler des traumas de ma grand-mère ou Non. de ma mère, etc. Et Mais ça, c'est hyper important toujours parce nous lier à que la guerre, stop. c'est ça. En fait, les personnes, quand on regarde des films où les personnes racisées, où on va avoir comme leader Mm. personnes racisées, c'est un film de guerre, Ouais, c'est un film de un guerre. film sur l'esclavage Ouais, voilà, c'est ça. ou un film sur les traumas de comment on va s'adapter à un Ouais. pays. Et c'est important. C'est ça. Et c'est important C'est d'avoir important ça d'avoir des films comme ça. complètement. Mais faut pas réduire la personne juste à ça. Car ça, on peut pas juste être des gens qui ont souffert quand même. On n'a pas que Soyons souffert. un peu On a une heureux. belle culture également qu'on Oui, peut mettre voilà. en avant. Donc Mais voilà. c'est ça. Mais moi, ça a été Jasmine Aladdin, mon Ah, film préféré. mais c'est trop Et mignon, là, je c'est fais, trop ouais. bien. Du coup, j'étais tellement Oui, contente. oui, tu as- es content. En Mais plus, oui. en tant qu'enfant, surtout, tu Mais vois. c'est ça. Et encore aujourd'hui, Nous, c'est ce que je Mulan, regarde ça. en replay constant. Parce Mm. que moi, Trop de une mon forme côté, movie. mon énorme problème, c'est que la plupart des films où on a une représentation d'une personne musulmane ou arabe ou d'autres, parce que forcément, on peut pas. Il y a que des arabes, il n'y a pas autre chose. C'est par exemple American Sniper. On est perçu comme étant les plus gros terroristes du monde. Ah, mais c'est le film avec Bradley Cooper? C'est le film qui a été, je crois que Non. c'est lui, qui a été réalisé par Clint Eastwood. Et en gros, t'as le soldat américain hyper héroïque qui est là à Ah sauver oui. l'Irak, Ouais. je crois que c'est l'Irak, des problèmes, etc. Et puis t'as l'arabe avec son col bien Ouais, prononcé, ouais, avec ouais. son petit truc en train de hurler contre tout le monde, à Ouais, vouloir ouais, massacrer ouais. tout le monde. Toujours Alors le que mauvais rôle, quoi. Alors c'est que pas ça, du tout. et dans tous les films de guerre, Mm. t'as toujours le méchant arabe. C'est vraiment, t'as une musique de fond qui commence à apparaître. Le petit, tu sais, le petit filtre sépia, Oui, là. c'est ça. On voit les dunes de sable de dunes. côté. T'as la femme qui fait une danse du ventre à Voilà. moitié Trop dans moitié les clichés. dénudée, alors que les femmes qui font des danses du ventre ne sont pas dénudées. Elles sont censées porter des longues robes, etc. C'est juste Mm. quand le colon est arrivé, il a voulu mettre en avant Ouais, son c'est son désir fantasme. exotique, et donc du coup, c'est pour ça qu'elles sont en 2 pièces. Pareil avec des femmes voilées. Voilà. Et ensuite, on a la femme voilée à côté qui tente de vouloir se dévoiler parce que, oh mon Dieu, j'ai Ouais, trop faut peur. arrêter, faut- Alors que quand on regarde American Sniper, l'histoire, c'est que le gars qui représente l'Américain, etc., c'était le plus gros criminel de guerre, mais il a été tellement glorifié qu'on oublie ce côté-là. Et donc, du coup, l'arabe musulman, c'est le terroriste, mais le blanc américain, c'est le leader et le héros. Et je viens me dire, mais en fait, il faudrait peut-être arrêter de nous... Réécrire l'histoire, Oui, c'est ça, déjà, réécrire l'histoire, parce que c'est hyper important quand même. Mais, enfin, mettez en avant ces personnes-là pour des films qui écrivent correctement l'histoire. Ouais, Et pareil, enfin les Asiates, le seul film qui représentait les Asiates, c'était Crazy Asian. Crazy Rich Asian. C'est ça. C'était le seul où il y avait le cast full Asian. Et là, je suis Ouais. mais oh mon Dieu, Mais c'est les enfin. Asiates qui l'ont créé, il me semble. C'est ça, je crois bien, oui. Oui, Mais oui, j'étais c'est tellement pour ça que contente. le film, pareil, il est chill, quoi. C'est C'est ça. une petite rom-com, pareil. Mais Bon, oui. ça montre un peu la richesse des Singapouriens, etc. Ouais. Et ouais, j'avais oublié ce film et il était super bien. Mais oui. Voilà. Mais enfin, je trouve ça dommage de pas vouloir nous représenter différemment. Et c'est pour ça que du coup, il faut. Donc, les Asiatiques qui s'intéressent à l'art, continuez à vous intéresser, s'il vous plaît. Même si c'est compliqué, je sais que financièrement, après, c'est compliqué. Mais oui, De mais en rendre même ton temps, les business personnes lucratif, derrière mais les bon, bureaux qui financent ne sont pas tout de suite que des ouais, Asiatiques. mais Quoi. on a l'impression quand même que ça. En tout cas, je sais que récemment, j'ai vu un film vietnamien, mais vraiment du Vietnam, qui a été, mis en salle juste dans un cinéma. C'était MK2, je crois, à la BNF. Ah oui, c'est Du MK2. coup, Ouais. et j'étais hyper surprise et fière. Et c'était un petit film un peu basico-basique, quoi. Mais c'était juste bien et C'est ça. rafraîchissant. Et ça fait plaisir. Et aussi, je crois que je voulais dire un autre truc aussi. Je sais plus. Mais du coup, moi, mon fin mot, c'est représentez-nous correctement. Ouais. On vous demande juste ça. Nous représenter correctement, représenter notre histoire correctement, nous mettre en avant, que ce soit dans les livres, que ce soit aussi dans les médias et dans les films. Ouais. Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Vi, d'être venue. C'était un honneur. Ah Non, Merci. c'est vrai, ça m'a fait plaisir. Ok, bah merci beaucoup. Merci d'avoir été autant expressive et mettre en avant pas mal de points. J'espère que ça vous a plu.
Alors, encore une fois, ce sont que nos idées, nos Voilà. opinions. Ouais. Voilà, on n'est pas là à vous dire qu'on a la parole, on a la On n'a vraie pas la science parole, infuse. exactement. On est juste là à mettre en avant nos émotions et ce qu'on pense réellement de certaines choses qui nous ont impactés et affectés, mais aussi ce qu'on aimerait voir et ce qu'on n'aimerait pas voir. Mm. Après, vous êtes libre d'acquiescer ou de pas acquiescer, donc s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Et donc voilà, on se retrouvera pour un prochain épisode très bientôt. Et puis sur ce, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.